petits michous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour clôturer le mois de la fantaisie, mon bilan de celui-ci. Est-ce que j'ai réussi le challenge ou pas? Quelles ont été mes lectures? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais de toute façon, vous êtes déjà au courant de la plupart des choses si vous avez visionné les 2 vlogs que j'ai fait durant ce petit mois-ci. Alors les vlogs, eux par contre, ne sont pas spécialement petits. Le premier est assez volumineux, pour ne pas dire autre chose. Le deuxième est beaucoup plus, disons, court. Il est fait 2 fois plus court, donc voilà, vous avez à boire et à manger dans ces vlogs-ci, mais je tenais à faire un bilan, puisque de manière générale, je sais que les vlogs ne vont pas tous vous intéresser, et dans cette vidéo-ci, je vais pouvoir recentrer tout ce que j'ai lu et vous donner ainsi toutes les informations. Commençons par les choses qui fâchent. Est-ce que j'ai réussi ce mois de la fantaisie ou pas? Et à mon grand regret, la réponse est non, je n'ai pas réussi ce mois de la fantaisie. Il y a 2 catégories que je n'ai pas pu valider. Celle où vous avez Legolas, etc., etc. Donc il fallait une personne, soit un nain, un elfe, un peuple de la petite, le peuple de petites créatures, etc. J'ai pas réussi à le valider et je n'ai pas validé non plus la catégorie avec de la musique, un instrument, la dernière catégorie. Donc sans ces 2 catégories-ci, même si j'ai un bonus, et bien forcément je n'ai pas réussi le challenge. Il n'empêche que je suis quand même super contente de l'avoir fait, ça m'a boosté dans mes lectures, même si j'ai pas réussi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était vraiment génial, donc je suis trop contente, je n'ai pas de déception, très clairement je ne suis pas déçue parce que pour moi j'ai vraiment quand même beaucoup lu, sachant que le mois de mai, voilà, pour certains c'était signe de travail, pas du tout, etc. Moi j'ai fait partie des gens qui continuent de travailler, donc forcément j'avais moins de temps que les personnes qui sont confinées à la maison, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis assez fière de moi, je l'avoue. Je sais pas si je pourrais vous donner à chaque fois les catégories dans lesquelles les livres y rentrent, parce qu'il y en a, ils rentrent dans plusieurs catégories, donc je vais faire au mieux. En tout cas, celle qui s'intitule Gandalf, c'était une relique de notre pal, et moi j'ai choisi celle-ci. Il s'agit de Kenny et le dragon de Tony Diterlizzi, publié chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre les aventures d'un jeune petit lapin nommé Kenny qui va un jour rencontrer un dragon, un méchant dragon. Et ben non, finalement, les dragons ne sont pas tous aussi méchants que ce qui est dépeint dans les contes. Ils ne crachent pas tous du feu pour anéantir une ville, ils ne kidnappent pas tous des princesses, non. Et ben ce dragon-là est un très gentil dragon nommé Graham, qui aime la poésie, qui aime la lecture, qui aime jouer justement au prince et au dragon, etc. Il n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous dépeint dans les livres et ça devient très vite l'ami de Kenny. Cependant, le village n'a pas forcément cette vision des choses, tout comme Kenny, au premier abord, les dragons pour eux c'est méchant, et de fil en aiguille, il se peut qu'il va y avoir beaucoup de péripéties et que le pauvre Graham soit en danger. Je ne vous en dis pas plus puisque c'est un tout petit roman qui fait maximum, il frôle les 150 pages et en plus il est ponctué de merveilleuses illustrations. Ce serait vraiment vous gâcher votre lecture que vous en dire plus que ce que j'ai déjà dit. Je crois que j'ai bafouillé. Désolée. Peut-être que le nom de l'auteur, Tony Diterlizzi, vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal puisque c'est lui qui a écrit les chroniques de Spiderwick, entre autres. Il y a aussi une autre saga qu'on m'a conseillé mais j'ai oublié le nom, tant pis. Et du coup c'est vraiment dans ce même style de plume, c'est si doux, si réconfortant. Vous savez, c'est comme la petite glace après un lourd repas, vous en pouvez plus et là vous sortez votre petite douceur. Et bien c'est exactement ce que m'a fait l'effet de ce livre-ci. Je l'ai lu d'une traite évidemment parce que c'est un petit bébé, c'était super, je l'ai lu avant de me coucher comme si ma maman me racontait une histoire quand j'étais petite. Et bien ça a eu le même effet sur moi, c'est tout doux, l'amitié est merveilleuse, le dénouement je le trouve vraiment super, je pensais vraiment pas qu'ils allaient s'en sortir de cette manière, tout du moins, et j'ai adoré justement la manière qu'ils ont utilisée, j'ai trouvé ça tellement, c'était simple et enfantin et pourtant ça avait vraiment l'effet qu'il fallait. Donc n'hésitez pas à découvrir ce petit roman-ci. Sachez qu'il est souvent présent sur Vinted au prix de 2-3 €. Donc pourquoi s'en priver de 2-3 € de découvrir un petit bijou comme celui-ci? Je suis vraiment émerveillée par son contenu. Je continue pour valider la catégorie de Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs, où il faut me parler de magie, de sorcellerie. J'en ai plusieurs qui rentrent en ligne de mire, mais celui-là qui était mis principalement à la base c'était celui-ci. Il s'agit de Sorcière malgré elle, l'héritière des Raven, le premier tome de Méropée Malo, publié chez Castlemore. Dans cette histoire, on va suivre Assia, une jeune fille de 19 ans qui est interne dans un lycée. Elle vient d'obtenir son bac et souhaite rentrer chez elle. Sauf que pendant ses 8 ans d'internat, elle n'a jamais eu de nouvelles de sa
sa mère et de sa tante qui sont sa seule famille. Elle rentre de l'internat et découvre que si elle n'a pas eu de nouvelles de sa famille durant tout ce temps, c'est tout simplement parce qu'ils sont morts. Et oui, en effet, Asya, aussi jeune qu'elle peut être de 19 ans, eh bien, va se retrouver toute seule, sans un sou, à devoir s'occuper du manoir, de sa nourriture, etc. Donc il va falloir qu'elle arrive à se dépêtrer de tout ça, mais en plus, il faut que la famille Raven, donc la seule qui reste de cette famille, eh bien, ait un héritage un petit peu particulier puisque ce sont des sorcières. Pour être 100% transparente avec vous, ce livre je l'avais pris parce que je l'avais eu à un prix justement assez sympathique, mais quand j'ai vu a posteriori les avis sur Livre Addict, les avis sont extrêmement mitigés. Il a une note autour de 13, donc ça ne casse pas trop pattes à un canard, excusez-moi l'expression de la beauf paysanne. Mais j'avais craqué, donc c'était trop tard, et depuis je l'ai laissé dans ma bibliothèque parce que j'avais un petit peu les pétoches, sachant qu'en plus j'ai le tome 2. Alors, ce que je peux vous dire tout d'abord, c'est qu'il faut vous accrocher le slip. Oui, pourquoi? Parce que les 100 premières pages, vous allez avoir terriblement envie d'abandonner ce bouquin. C'est quelque chose, hein. En effet, durant ces 100 premières pages, on va parler uniquement de Asya qui va devoir trouver un petit boulot, qui va devoir s'occuper du manoir et de tous les sentiments qu'elle a face à la perte de sa famille. Alors oui, je suis tout à fait d'accord, ce sont des choses importantes, ce sont des choses qui doivent être intégrées dans le roman, mais 100 pages! La magie arrive au bout de 100 pages, quoi! Alors que c'est vraiment le thème de ce livre. J'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris. Donc heureusement que les 100 premières pages j'ai réussi à tenir, même si des fois j'étais extrêmement fatiguée et que c'est arrivé de lire un petit peu en diagonale. Je vous l'avoue, voilà, c'est très rare, mais ça m'est arrivé. Par contre, une fois les 100 premières pages passées, une fois la magie arrivée, une fois la révélation que Asya est une sorcière, boum, là il se passe des choses, là il y a une intrigue, là il y a des personnages concrets qui arrivent, etc. Là c'était intéressant, clairement, et du coup je suis super contente d'avoir réussi à passer ce cap des 100 pages interminables, parce que j'aurais été déçue de passer à côté de ce qui suit. Ce qui suit, sans vous spoiler, hein, vous en faites pas, je ne vous spoile jamais. Asya, ok, est une Raven, sauf qu'il y a aussi une autre famille dans la ville, une très ancienne famille fondatrice, qui est la famille rivale des Raven. Et il se peut que dans cette famille, évidemment, il y ait un charmant jeune homme. Il y a toujours des charmants jeunes hommes. Donc oui, on sait qu'une romance se profile à l'horizon, etc. Mais pourquoi y a-t-il de rancœur autant entre ces deux familles? Est-ce que finalement, ce qui est arrivé à sa famille était vraiment le fruit du hasard? Il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Là, il y a des révélations que je n'ai pas du tout vu venir. Pour certaines, vraiment, j'étais dans le flou total. Soit c'est vrai que je pensais que cette personne, en tout cas, avait quelque chose de plus que ce qui était annoncé. Mais alors, j'aurais jamais cru ça, quoi. Et la fin de ce premier tome, alors ça se finit de manière vraiment assez limpide. Sauf que, attention, vous avez un extrait du deuxième tome. Et là, paf! On vous balance un truc, vous êtes pas prêts, genre oh mon dieu, et oui j'ai le tome de Namapal, c'est génial, mais j'ai pas pu du coup le lire, j'ai pas pu enchaîner puisque j'avais déjà ma palle pour le mois de la fantasy et c'est très frustrant, je vous assure, de savoir qu'il va y avoir ce chamboulement, ce choc et qu'on vous arrête comme ça. Donc là nous donner un espèce d'avant-goût là c'est horrible, c'est très vilain, très mesquin. Je pense avoir assez bavassé sur ce roman, mais accrochez-vous, après il en vaut quand même le coup. C'est pas un roman génialissime, je ne dis pas ça, mais j'ai passé quand même un chouette moment de telle manière à ce que je veux lire le tome 2 et acheter le dernier tome puisque c'est une trilogie. J'enchaîne avec un roman que j'étais impatiente de lire et que vous me bottiez les fesses parce que je ne l'avais pas lu. Il s'agit du coup de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, publié chez Gallimard Jeunesse. Viens Scout, dépêche-toi. Allez avance. Dépêche-toi Spoutnik. Mais fais quelque chose, arrête de gueuler s'il te plaît. C'est pas le moment. Il y aura plus tard. Je ne vais pas vous dire toutes les catégories dans lesquelles ce petit bébé rentre puisqu'il rentre quasiment partout. Les artefacts, la sorcellerie, une suite de sagas, il rentre vraiment dans je ne sais combien de catégories. Harry Potter est un jeune garçon comme vous et moi qui est cependant orphelin et qui est recueilli par sa tante et son oncle qui, je l'avoue, ne s'occupe pas forcément hyper bien de lui, tout comme son cousin Dudley qui est infernal. Et en fait, Harry Potter n'est pas issu de ce monde. Harry Potter est en réalité un sorcier. Et pas n'importe quel sorcier, et de ce fait, il va devoir aller à l'école Poudlard, qui est une école de magie. On va lui apprendre à l'utiliser, à découvrir qui il est, et tout ce monde qui va s'ouvrir à lui est un monde vraiment merveilleux. Mais évidemment, qui dit monde merveilleux, dit aussi méchant, terriblement méchant. Oui, j'ai fait l'affront de vous faire un résumé d'Harry Potter, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas lu, et quand j'en parle et que je fais des petits warnings en disant attention spoiler, on me dit tu m'as spoilé.
mais je préviens quand c'est le cas, donc ne vous étonnez pas, hein. Il faut savoir que j'ai dévoré tous les films Harry Potter maintes et maintes fois, mais je n'avais jamais lu le bouquin, tout du moins tous les livres je les ai jamais lus, et j'ai pêché un petit peu les lire pour la simple et bonne raison que j'ai du mal à aller vers un livre une fois que j'ai vu le film. Vous voyez un petit peu le délire? Et je me suis forcée vraiment à aller dans celui-ci parce que j'avais envie de découvrir le monde initial, d'où est parti le film en fait. Et pour ce premier tome, tout du moins, c'est quasiment un copier-coller de ce qu'il y a au grand écran. J'ai beaucoup apprécié de ce fait puisque j'adore ce qu'il y a au grand écran. Vous avez des petites scènes supplémentaires, donc c'est vraiment fort sympathique. D'ailleurs, j'ai retrouvé les petites scènes supplémentaires dans la version longue de Harry Potter. Et j'ai découvert ça quand je l'ai re-regardé, donc je n'étais pas du tout au courant de cette version longue. Après, il y a des petites différences entre forcément le livre et le film. J'adore la plume de J.K. Rowling, je la trouve terriblement addictive si on a du mal à lâcher le livre. J'avais quand même un petit bémol sur ce tome 1, bien que j'ai adoré ma lecture, attention, hein, c'est que ça va extrêmement vite. Alors, toute la partie où il est un jeune moldu, une personne sans pouvoir, où il devient sorcier, où il découvre tout du moins qu'il est sorcier, il va à l'école, etc., il se fait des amis, ok. Par contre, du moment où il va se passer genre le truc, la fin avec le big boss, etc., je vais pas dire plus, on sait jamais. Mais là ça va à une vitesse, c'est même plus TGV le truc. Et j'ai trouvé ça terriblement dommage parce que finalement ça m'intéressait vraiment d'avoir davantage de détails. Après, soit c'est vrai, c'est un roman qui ne touche même pas les 350 pages, donc il fallait s'y attendre. Mais on m'a dit que je crois que c'est à compter du tome 4 ou 5, je ne sais plus, que là par contre il va vraiment y avoir du changement par rapport aux adaptations cinématographiques. Donc j'ai hâte d'y être, mais pour ça il faut déjà que j'arrive à trouver le tome 2 d'occasion et c'est assez compliqué. Je poursuis avec un livre que j'ai mis initialement dans la catégorie Dame Arwine. Il fallait du coup soit une héroïne, soit une autrice, et j'ai glissé celui-ci puisque en plus il comprend les deux. Il s'agit de Ash Princess de Laura Sébastien, publié dans la collection Wiz chez Albin Michel. Dans cette histoire, on va suivre Théodosia, une jeune fille qui vivait paisiblement avec sa mère la reine et tout son peuple jusqu'au jour où un autre peuple vient les attaquer, tue sa mère devant elle et met en esclavage tout son peuple. Elle est une princesse et elle a du coup un petit peu un intérêt aux yeux du roi qui vient d'attaquer son pays, et de ce fait il décide de la garder à sa cour. Théodosia devient donc Lady Thora, une princesse de cendre qui l'utilise à sa guise pour la punir de tout ce que son peuple peut faire, des tentatives de rébellion, etc. C'est elle qui reçoit tous les coups de ce que peut faire son peuple derrière la cour. Mais un jour, pas comme un autre, on lui apporte un drôle d'individu, une personne finalement qui est possiblement importante pour elle. On lui demande de tuer cette personne et ça lui fait comme un déclic. Lady Thora ne peut pas rester Lady Thora, elle est Théodosia, elle est reine de son peuple, elle ne peut pas laisser son peuple se meurtrir ainsi. Elle va donc décider de commencer à essayer de se rebeller, de reprendre ce qui lui est dû, en compagnie notamment de 3 acolytes, et franchement c'est une histoire qui vaut le coup. Cependant, je vous dirais de ne pas le glisser entre les mains de tout le monde, parce que quand je vous dis qu'on punit Lady Thora, elle est battue avec des coups de fouet, c'est terrible. Quand on sent ces visions, ces scènes, voilà, ça m'a retourné un petit peu. C'est une jeune fille, elle a même pas 20 ans, waouh, c'est horrible. Je trouvais ça tellement dépeint de manière horrible, j'en perds mes mots, je bégaye, ça m'a poignardé, donc faites attention à qui vous allez donner pour pouvoir lire, parce que c'est des scènes qui peuvent peut-être heurter la sensibilité des plus jeunes notamment. J'ai encore eu une fois la chance de passer un excellent moment de lecture, j'ai adoré ce premier tome d'une trilogie. Le deuxième est traduit sous le nom de Lady Smoke et le troisième n'est pas encore traduit pour le moment. C'est vraiment une histoire, je trouve, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez tout le côté manigance à la cour, tout le côté double personnalité, puisque notre héroïne est initialement Théodosia et on lui demande de devenir Thora, et Thora ne peut pas se rebeller, Thora doit se plier aux volontés du roi, mais Théodosia, princesse hargnante et rebelle qu'elle est, mais finalement elle a pas envie de se laisser faire. Vous voyez, vous avez toute cette ambiguïté avec ces deux personnalités, et je trouve que ça donne un petit côté plus psychologique au livre et c'est terriblement intéressant. En dehors de sa noble quête, il y a différents personnages, certains sont attachants, d'autres sont attachants, il y a vraiment de tout pour tous les goûts. J'ai beaucoup apprécié, bon, Thora, Théodosia, c'est un petit peu, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai apprécié le personnage, bien que des fois elle est un petit peu casse-pied, et notamment, alors là je l'ai trouvé plus que casse-pied, je ne dirais pas le mot, n'est-ce pas? À la fin de ce premier tome, elle fait un choix concernant un personnage, elle a une réaction vis-à-vis de celui-ci. Mais non, tu peux
ça. Non, non, non. Voilà, je suis terriblement dégoûtée qu'elle ait fait ça. Je ne comprends pas qu'elle ait... Voilà, Si vous lisez ce livre, vous comprendrez la fin du tome 1. Alors si, c'est justifié ce qu'elle fait dans un sens, mais elle était pas obligée. Elle était pas obligée. Donc voilà, vous avez compris un petit peu mes petites frustrations face à cela, donc il faut que je me procure d'urgence le tome 2, parce que je n'aime pas la frustration comme tout le monde, mais je vous invite vraiment à le découvrir, je pense que vous passerez un bon moment de lecture. Je poursuis avec celui-ci, il s'agit de Merciful Cross, la voleuse d'os de Margaret Owen, publié chez Pocket Jeunesse. Je l'ai fini très tard dans la nuit d'hier, donc on devait être le 1er juin à 3h30 du matin, mais je l'inclus quand même dans le mois de la fantasy, puisque il en fait partie finalement, et je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé également cette lecture. Je n'ai pas eu de déception durant ce mois de la fantasy, c'est vraiment fou je trouve, donc là je suis plus que ravie. Et dans cette histoire, on va suivre la jeune fille qui appartient à la caste des corbeaux. En effet, dans ce monde dans lequel l'histoire est dépeinte, le peuple est classé en castes, et selon les castes, ils ont des pouvoirs de naissance. La caste la plus prestigieuse étant celle des phénix, et ce sont uniquement des castes autour des oiseaux. Donc les phénix par exemple, évidemment, peuvent utiliser le feu. Les cygnes étant des oiseaux beaux et majestueux, et ils peuvent avec leur beauté vous charmer, vous entraver, etc. Et la caste des corbeaux ou Effie est la caste vraiment que tout le monde déteste, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais une maladie présente dans le royaume qui est la peste. Et eux sont immunisés, ça ne leur fait strictement rien. Donc à chaque fois qu'un individu est en train de souffrir, de mourir de la peste, un grand feu est allumé et ils doivent venir finir la personne et la brûler pour ne pas que la peste se répande dans le village. Alors ils sont extrêmement utiles du coup ces corbeaux, mais on les méprise. Évidemment, où va le monde? Un jour, Fille et toute sa bande sont appelés à la cour pour 2 personnes souffrant de la peste, et c'est la première fois que ça arrive à la cour. Ils vont donc transporter les corps, partir, sauf que hey, ce ne sont pas des corps, ils sont encore vivants les 2 petits. Donc il va y avoir quelque chose autour de ça. Une quête, une mission va commencer pour Fille et toute sa caste de corbeaux, tout du moins son groupe, et c'est terriblement enivrant, j'adore. Alors la quête initiatique qui est proposée, je pensais qu'elle allait faire tout le roman, très franchement, et finalement elle fait 1/3 du roman au maximum. Et en fait derrière ça il va se passer encore une autre quête, et du coup je trouve ça terriblement intéressant quand vous pensez que quelque chose va vous faire tout le livre et que finalement ça va plus vite et il y a beaucoup de rebondissements. Mais c'est génial en fait. Alors j'ai mis quand même un petit bémol en termes de traduction. Je ne sais pas ce qu'a fait PKJ, je n'en ai aucune idée, mais la traduction est assez bateau. Vous avez des phrases où il faut que vous remplaciez les mots parce que sinon ça n'a pas de sens. Vous avez des fautes d'orthographe un petit peu partout, et les pronoms personnels n'existent pas. On dit tout le temps les prénoms des personnages, donc ça peut alourdir un petit peu la lecture. Une fois que vous arrivez à mettre toutes ces petites choses de côté, chose qui n'est pas forcément aisée et choses qui peuvent vraiment totalement vous bloquer, la lecture vaut le coup. Les personnages sont terriblement attachants. J'adore Fille, j'adore Tavin, j'adore aussi une 3e personne de Jassimir, je crois qu'il s'appelle Jassimir. Sans compter voilà, vous avez tellement de personnes, et Dégully. Alors Dégully n'est pas un humain, c'est un chat, voilà. Vous avez énormément de personnages avec des caractères bien trempés, des a priori vraiment clairs, nets et précis. Je trouve ça terriblement génial. Et là, je trouve qu'il y a une morale aussi dans ce livre quelque part, dans le sens où on se fie énormément à ce qu'on sait et qu'on a peur des choses parce qu'on nous en parle de cette manière, alors que si on va au devant des choses, mais finalement il faut pas avoir d'a priori, il faut pas avoir peur de ça, et on se rend compte que derrière les gens sont blessés, tout ça parce qu'on pense des choses sans vraiment connaître. Voilà, c'est un petit peu dans le problème dans le monde dans lequel on vit, et je trouve que c'est extrêmement bien dépeint à travers ce petit roman de fantasy que je ne peux que vous conseiller, mais faites attention quand même aux points noirs que j'ai dit précédemment. Avant-dernier roman, il s'agit de ce gros bébé, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. Pour essayer de vous résumer ça de manière vraiment très simple, et c'est pas évident, vous avez surtout le royaume à l'est et le royaume à l'ouest. À l'est, vous avez une reine nommée Sabran qui découle potentiellement des dieux et du fait que sa lignée est tout le temps là, qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui survit de son nom, et ça les protège d'une entité maléfique. Ead est une de ses servantes, mais elle n'est pas n'importe qui, elle pratique la magie, et ce depuis qu'elle est toute petite, puisqu'elle fait partie du prieuré de l'Oranger, une secte secrète qui découle d'une histoire plus que lointaine. Et elle peut de ce fait pratiquer la magie et défendre Sabran grâce à celle-ci, mais elle doit rester terriblement discrète puisque la magie est très mal perçue.
à l'ouest, vous avez une autre jeune femme qui, elle, est une chevaucheuse de dragons et qui a un destin lié avec les personnages de l'Est. J'essaie de vous faire quelque chose de très simple, de très clair et très concis, je vous avoue que c'est pas du tout évident. Vous avez moult personnages, moult religions, moult histoires, c'est vraiment hyper complexe comme univers, mais une fois que vous avez accroché votre slip, je dirais les 150-200 premières pages à peu près, là par contre c'est un vrai petit délice. C'est le genre de petit beurre que vous appréciez, le petit pain au chocolat que vous aimez. Je fais l'effort en disant pain au chocolat parce que pour moi c'est une chocolatine. Je sens que je vais me faire taper de partout. Donc pain au chocolat chocolatine du dimanche par exemple. C'est vraiment ce genre de livre, j'ai trouvé ça terriblement génial. Même si au début je m'embrouillais, une fois que j'ai arrêté de m'embrouiller, j'ai tellement profité. Il y a beaucoup de personnages, il y en a je les adore tellement. Et Ad, je l'aime de tout mon cœur. Sabran, j'ai appris à l'aimer, bien qu'au début ce n'était pas le cas. Celle qui chevauche les dragons, mais je l'aime d'amour, hein. Son dragon aussi, je l'aime d'amour. Il y a tellement de personnages intéressants. Voilà, c'est vraiment une histoire géniale. Il y a des péripéties tout le long, vous en prenez à droite, à gauche, au milieu, au nord, au sud, de partout. Il est génialissime, donc ne faites pas comme moi. N'ayez pas peur de lire ce bébé, si ça peut vous rassurer. Moi je l'ai lu en lecture commune et ça m'a beaucoup aidé. Donc si vous, ça peut vous aider, essayez de trouver quelqu'un qui est intéressé aussi par cette lecture. Ça va peut-être vous booster justement comme moi ça l'a fait. Et je suis trop heureuse que ce challenge m'ait permis de lire cette bricasse qui me faisait terriblement peur parce que je serais passée à côté de quelque chose de fou. Dernier petit livre parce que là je vois le chrono qui défile, je me dis mon dieu, qu'est-ce que je suis bavarde. Il s'agit de The Promised Neverland de Kayu Shirai et Posuka Demisu, publié chez Kazé, le tome 12. Vous savez que j'adore cette saga qui est ma saga chouchoute d'amour, qui est la saga qui m'a fait entrer dans l'univers du manga game, n'est-ce pas? Et dans ce 12e tome, c'est toujours aussi génial, c'est un tome qui a des péripéties, qui est bourré d'action. Ce n'est pas le cas pour tous les tomes, il y a des tomes plus explicatifs que d'autres. Celui-ci pour moi il a un petit peu des deux, on a des explications sur certaines choses, des avancées et en même temps on a de l'action. Il combine vraiment tout ce que j'aime. Le 13e tome normalement vient d'être publié là il y a quelques jours je crois. Je l'attends de la maison d'édition Kazé, donc il doit sûrement arriver demain puisqu'aujourd'hui nous sommes fériés quand je tourne cette vidéo aussi. J'ai trop hâte de découvrir parce que je sais pas, je trouve l'univers tellement intéressant, tellement riche. Les personnages, voilà, c'est mes petits personnages d'amour aussi. Et ce 12e tome est génial, donc je vous invite vivement à découvrir la série si vous ne la connaissez pas. Il n'y a pas deux séries comme celle-là. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que le bilan vous aura plu, que je vous aurai peut-être aiguillé dans certaines lectures, dans certains de vos choix, de vos hésitations. En tout cas pour moi ce fut un énorme plaisir de participer à ce challenge, donc un énorme merci à Pikiti puisque c'était elle qui l'organisait. C'était mon tout premier, ce ne sera pas mon dernier, ça c'est clair et net. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez participé au challenge, un petit peu votre bilan, si vous voulez me dire des livres que vous avez appréciés, d'autres pas. Parce que moi j'essaie de vous aiguiller de mon point de vue, mais vous pouvez tout autant. J'aime beaucoup également lire vos conseils, regarder des vidéos d'autres personnes. Donc j'aime les deux côtés, les deux facettes de la petite boule de la sphère YouTube. Allez, je vais vous laisser ici puisque je crois que j'exagère déjà un petit peu beaucoup. Je vous donne rendez-vous dimanche matin 10h pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous les Kimichou. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.